toutes et à tous, c'est Ahmed, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'hier. Je suis aujourd'hui en compagnie de Louis Régis, CEO et fondateur de Xborg. Avant de commencer à vous expliquer ce qu'est Xborg, je vais rappeler quelques chiffres. Projet en cours de lancement, aujourd'hui 10 000 bêta-testeurs, en cours d'ICO, c'est dans quelques jours avec un objectif de cap de 50 millions de dollars visé, 15 collaborateurs aujourd'hui, un partenaire de marque, Team BDS, on en parlera dans cette vidéo Louis, équipe e-sport de renommée mondiale et accompagné par les fondateurs de Swissborg en tant que advisor. Je rappelle très rapidement ce qu'est Xborg. Xborg a pour mission de créer un réseau d'identité numérique unique à chaque joueur sur la planète, en assurant de redistribuer la réelle valeur de tout jeu, essentiellement créé par les joueurs. En somme, Xborg est fait pour des joueuses et des joueurs inconscients de leur réelle valeur. Pourquoi ? Un jeu sans joueur n'a aucune valeur. Un joueur qui abandonne un jeu perd immédiatement toute sa valeur. La valeur d'un jeu n'a de sens que par son temps qu'il y passe et le mérite que jusqu'à temps qu'on s'en lasse. Dès lors, nous avons un réel problème. Comment garantir, conserver, voire valoriser cet investissement temps, parfois très important, qui aujourd'hui s'oublie en l'espace d'un instant. On l'aura compris, le Web.3 donne des possibilités quasi infinies, notamment dans l'univers du jeu vidéo, mais pas seulement, et j'aimerais qu'on en parle également dans cette interview. Xborg se positionne donc comme le réseau d'identité digitale des joueurs qui permettra de donner accès à des multitudes de services à travers sa propre data, et je dis bien la data, explicatif, événements, communauté, influence, expérience utilisateur supérieure, etc. La promesse de Xborg, c'est ça. La problématique, elle existe. Les opportunités comme les risques, on va en parler dans cette vidéo. Mais juste avant ça, Louis, peux-tu très rapidement te présenter ? Super, merci beaucoup en tout cas pour l'introduction. Je pense que c'est honnêtement une des meilleures introductions que j'ai entendues sur le projet. Ça montre le sérieux que tu mets dans tes vidéos et ça c'est très appréciable. Ouais, bonjour à tous, c'est Louis. Voilà, je suis français, j'ai commencé dans le monde de la finance traditionnelle. Donc je suis assez jeune toujours, mais j'ai 2 ans d'expérience, premièrement à Crédit Suisse, ensuite à Rothschild. Je suis tombé en fait un peu amoureux de la crypto en 2017. Premièrement, c'était voir les grosses fluctuations, ça m'intéressait. Ensuite, au fur et à mesure de mon expérience en banque, et je m'intéressais beaucoup au monde de la finance, j'ai compris qu'est-ce qu'était la finance, comment ça marchait. Et avant, en fait, j'avais pas pleine compréhension du système. C'est-à-dire que je comprenais pas tellement le système monétaire. Et en fait, quand j'ai commencé à apprendre la finance, j'ai vraiment compris l'utilité de la crypto. Premièrement, pour ce qui est DeFi et accès à la finance. Et ensuite, pour aller plus loin, c'est-à-dire le potentiel de technologies décentralisées d'apporter de la valeur. Alors que ce soit dans le gaming, que ce soit dans l'assurance, que ce soit dans les réseaux sociaux. Et donc voilà, j'ai le plaisir aujourd'hui d'être à la tête de Xborg qui a été fondé en début 2022. Aujourd'hui, on est assez affilié à Swissborg, c'est-à-dire qu'on est une spin-off. C'est-à-dire qu'on a commencé au sein de Swissborg et ensuite on s'est détaché de Swissborg complètement. C'est-à-dire que maintenant, on a une entité juridique qui est différente. On a notre propre équipe, on a nos propres ressources, on lève des fonds de manière différente. Et voilà, aujourd'hui, j'ai le plaisir de présenter un peu le projet. Et je comprends qu'il y a beaucoup de questions sur le projet. Et effectivement, comme tu l'as mentionné, on a un seed round où l'objectif en total, c'est de lever 5 millions avec à peu près 1,5 million qui va aller à la communauté. Et la deuxième partie, ça va aller à des investisseurs institutionnels type VC et Business Angel. Formidable. On va en parler tout au long de cette vidéo. Effectivement, on conclura par rapport à cet ICO qui va être lancé d'ici quelques jours. Merci pour cette présentation, Louis. Je vais commencer par une première question parce que tu me donnes tout de suite le fil et on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet et ce qui nous intéresse. On va donc parler d'identité numérique, on va parler Web3, on va parler technique, on va parler usage, on va parler utilité, valeur, application et surtout, on va parler argent.
Ce qui permet d'ouvrir en fait cette discussion. Tu es à la fois tech et à la fois business. Tu développes et tu manages. C'est ce que j'avais compris dans notre précédent échange. Est-ce que cette double casquette te permet en fait d'avoir une vision à 180 degrés sur ton projet, un projet qui est extrêmement naissant, début de l'année 2022? Comment en fait as-tu à la fois imaginé puis construit les premières briques technologiques de Xborg? Non, effectivement, je pense que... Alors, ça, c'est plus mon passé en tant qu'entrepreneur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle exclusivement de Xborg, mais j'ai eu d'autres activités. Une de ma plus grande frustration, quand j'avais, je dirais, entre 18 à 21 ans, c'était que j'avais des... Alors, je pensais que c'était de très bonnes idées, mais techniquement, je n'étais pas assez compétent pour implémenter ces idées, et donc j'avais un frein, et pour moi, je ne me sentais pas libre, parce que j'étais toujours dépendant d'une autre personne qui pouvait l'implémenter techniquement. Et du coup, j'ai appris à développer, coder. Maintenant, ça fait à peu près 4 à 5 ans que je développe. Et c'est très puissant pour un entrepreneur d'avoir cette casquette. C'est-à-dire que là, on va parler du produit, mais on a eu à peu près 10 000 utilisateurs. En fait, tout ça, c'était développé par moi initialement. Donc, ça apporte énormément de valeur à moi en tant que fondateur. C'est-à-dire que je suis en capacité de savoir de quoi je parle. Là, on est sur un domaine qui est très technique. Et bien sûr, et là, on le voit d'ailleurs, par exemple, aux US, quand on parle de Y Combinator, qui est un super gros incubateur ou un accélérateur de start-up, la plupart des fondateurs sont des fondateurs avec un passé technique, parce qu'ils sont en capacité de comprendre la technologie et même d'avoir un meilleur leadership, parce qu'aujourd'hui, quand tu parles à des ingénieurs, tu sais de quoi tu parles. Tu es également respecté de la part de tes ingénieurs. Quand tu parles de roadmap ou de projection sur le produit et le développement d'applications, tu sais de quoi tu parles. Tu sais que c'est faisable. Et voilà, nous, comment ça s'est passé de manière plus spécifique à Xborg, c'est que au début, on était en mission de recruter des ingénieurs. Il s'avère que c'était plus compliqué que pensé. On n'avait également pas en fait les fonds pour recruter des très bons ingénieurs. Et on sait qu'aujourd'hui, c'est notre dépense numéro 1, c'est les ingénieurs dans l'équipe. Et donc, je me suis dit, si on n'arrive pas à recruter d'ici une telle date, j'allais commencer le développement. Et c'est en fait ce qui s'est passé. Et là, à titre personnel, c'était très challengeant parce que il y avait beaucoup de choses qui se passaient. Il y avait la première levée de fonds, il y avait le recrutement de l'équipe, il y avait la conception du produit, après il y avait le développement du produit. Donc en tant qu'individu, c'était super compliqué au début. Mais après, ça s'est fait, et maintenant, maintenant c'est tout autre parce qu'on a une équipe technique qui se charge du développement. Maintenant, je suis très peu actif dans le développement, c'est-à-dire je soumets plus de code et je suis juste là pour superviser, entre guillemets. Voilà un peu comment ça s'est passé. Et en fait, ça te donne énormément de... Et là, pour les personnes qui regardent, je pense avoir des compétences techniques. Alors certes, il y a ChatGPT qui peuvent t'aider, mais avoir des compétences techniques, à savoir ce que c'est des API, c'est quoi la différence entre un front-end et un back-end, comprendre un peu les différentes interactions entre des bases de données. Dans une application, ça te donne une force et également une certaine confiance quand tu parles à des ingénieurs, et ça, c'est quelque chose que je peux que recommander. Et aujourd'hui, les outils qui sont disponibles sur Internet, par exemple ChatGPT, c'est incroyable si tu veux apprendre. Donc voilà un peu comment ça s'est passé. Merci beaucoup, Louis. C'est intéressant ce que tu dis, puisque on a toujours cette dominance temps, mais aussi une dominance argent. En fait, l'idée d'avoir des difficultés de recruter des ingénieurs, en fait, tu t'y collais au code, et c'est toujours la même chose. Hein. Ça t'empêche en fait de penser, ça t'empêche de réfléchir, parce que tu es extrêmement soumis par rapport à des échanges que tu dois avoir. Et finalement, le monde est relativement petit par rapport à tout ça, parce qu'on peut parler temps, on peut parler code, et aussi on peut parler argent. Swissborg, Xborg, pour le coup, il y a un lien logique qui a été créé entre les deux entités. Or, l'un comme l'autre pourrait probablement vivre structurellement indépendamment. Et alors, pourquoi avoir fait le choix en fait de cette forme, de cette intense promiscuité, à la fois sur le plan de la communication, à la fois sur le plan de la communication visuelle, à la fois sur le plan de
toute l'identité visuelle que Xborg peut en fait aujourd'hui nous proposer, pourquoi ne pas tout simplement avoir créé une marque complètement différente, un nom complètement différent, et pourquoi ne pas être totalement indépendant vis-à-vis de Swissborg? Est-ce que c'est clairement une question d'argent? Est-ce que c'est clairement une question de communauté? Ou est-ce que c'est une question d'ingéniosité ou d'ingénieur pour pouvoir en fait te lancer dans ce projet-là? Non, c'est une très bonne question. Il y a différents points. Premier point qui vient en tête, c'est euh, on a commencé début. Alors, en réalité, on a commencé en mars 2022. Et donc, ça veut dire quoi? C'était commencer les périodes baissières et en fait, pendant tout 2022-2023, il y a eu des événements très négatifs. Nous, en tant qu'entité séparée, eh bien, il fallait euh, lever des fonds assez rapidement et être affilié à Swissborg, ça a énormément aidé parce que c'est un gage de confiance pour des investisseurs qu'il y a Swissborg qui est derrière. Et c'est pas. Il y a beaucoup de personnes qui vont parler de partenariat entre projets. Aujourd'hui, les relations sont beaucoup plus étroites parce que, par exemple, on a le même Slack, on est très proche de l'équipe. Il y a Anthony, le cofondateur, qui est d'ailleurs passé sur ta chaîne, qui est très proche du projet. Cyrus également. Et de manière générale, voilà, si par exemple on recrute pour une nouvelle offre d'emploi, ça c'est distribué sur le site internet de Swissborg. Côté légal, il y a également beaucoup d'aide de la part de Swissborg pour structurer différents projets. Et ça aide beaucoup. Donc, raison 1, c'est le gage de confiance pour les investisseurs, parce que ça a énormément aidé quand on a fait cette première levée. Également, gage de confiance auprès des partenaires. On a fait un partenariat, par exemple, avec la Team BDS. Team BDS, c'est l'équipe numéro 1 en Suisse. Swissborg est basé en Suisse. Donc, ça donne un gage de confiance, notamment dans le cycle actuel, où est-ce qu'on en est dans la crypto, avec beaucoup d'événements négatifs. Aujourd'hui, quand on parle avec des équipes d'e-sport, parce qu'on va en revenir, mais c'est une stratégie de croissance pour notre protocole, eh bien, la réputation, ça importe beaucoup. Savoir qui est sur le projet, parce que dans un projet, il n'y a pas seulement qu'est-ce que fait la technologie, mais également qui sont les individus derrière. Est-ce que je peux leur faire confiance? Aujourd'hui, on est dans un contexte où la confiance est très basse. Donc ça apporte énormément de valeur. Ensuite, l'autre point, c'est la communauté. Aujourd'hui, Swissborg a une énorme communauté, très soudée. Alors, il peut y avoir parfois des différends, parce qu'il y a un jeton qui est tradable, et donc les gens sont émotionnellement attachés à un prix d'un jeton, mais il y a une communauté qui est là, et quand tu construis un projet, être supporté par une communauté, ça a énormément de valeur. On va revenir sur la vente du NFT qu'on a fait, mais ça crée Ouais, aujourd'hui, on a une certaine proximité avec nos membres de communauté, et la plupart, en fait, au début, venaient de Swissborg. Maintenant, on a une communauté qui est beaucoup plus variée et diverse, mais Swissborg a aidé à créer cette communauté initiale. Et je pense, dernier point, c'est nous, on est très jeunes. Enfin, moi, le premier. Et en fait, quand tu construis un projet avec une telle vision, de tels objectifs, eh bien, pour moi, je pense qu'il faut être assez humble et se dire, OK, comment Swissborg a réussi? Pour moi, je perçois Swissborg comme un exemple de réussite, dans le sens où il y a peu de projets qui réussissent à atteindre 700 000 utilisateurs, de créer ces équipes-là. Je parle d'équipe technique, mais également équipe produit, équipe de ressources humaines. Donc, en tant qu'individu, c'est super important de voir comment ça s'est passé pour Swissborg, voir ce qu'on peut apprendre de ça pour potentiellement répliquer ce qui a été créé, ne pas commettre certaines erreurs qui ont été commises dans le passé avec Swissborg. Et pour ça, voilà, aujourd'hui, nous, on est quand même un peu rattaché, enfin même le nom en fait, Xborg, ça reprend le Borg de Swissborg. C'est tout à notre intérêt, en tout cas pour l'instant, d'être très proche de Swissborg, parce que je pense le jour où on sera plus grand que Swissborg, donc voilà, avoir plus d'utilisateurs, etc.,
là, on pourra se dire, est-ce qu'on doit être si proche? Mais je pense, en tant qu'individu, moi, j'aime bien. Je suis très reconnaissant pour les personnes qui ont aidé. On sera toujours reconnaissant pour, euh, pour l'aide que Swissborg donne, que ce soit pour cette levée de fonds, que ce soit pour la communauté, pour énormément de choses, en fait. Et à un moment, ça se trouve, ce sera à notre tour de les aider pour la croissance d'utilisateurs, l'acquisition d'utilisateurs, la monétisation des utilisateurs, en utilisant Xborg comme un levier de croissance. Et je pense, dernier point, c'est également la confiance que j'ai à titre personnel et que l'équipe a envers l'équipe de Swissborg. Nous, on apprécie le travail qui est fait et on a une vision qui est tout autre. C'est-à-dire, c'est pas une vision. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes extérieures qui vont juger la qualité d'un produit. Malheureusement, avec le prix du token, nous, c'est tout autre. C'est-à-dire qu'on apprécie les gens qui sont derrière, on leur fait confiance, on sait où le produit va et on est très positif quant à l'avenir de Swissborg parce qu'on voit ce qui se passe. Donc, on voit les individus, on comprend la passion que chaque personne a et ça sont toutes les raisons qui nous poussent aujourd'hui à être affiliés à Swissborg. Après, voilà, comme tu l'as mentionné, on est séparés. Juridiquement, c'est une entité séparée. C'est-à-dire que Swissborg a des parts dans Xborg, mais d'un point de vue juridique, c'est tout. C'est-à-dire que c'est pas officiellement, c'est pas une entité qui appartient à Swissborg, c'est une entité dont Swissborg a injecté du capital initialement. D'accord. En fait, on voit actuellement, par rapport à tout ce que tu nous dis, qu'il y a un lien extrêmement fort. Il y a une symétrie, une synergie entre Swissborg et Xborg. La question, en fait, à se poser aujourd'hui, pour nous donner un maximum de visibilité, on peut parler à 3 ans, à 5 ans, à 10 ans. Est-ce qu'aujourd'hui, carte sur table, est-ce que Xborg Swissborg est un tremplin pour Xborg, pour que derrière, il puisse vivre et voler avec ses propres ailes? Ou est-ce que c'est plutôt dans une philosophie, une idéologie que Swissborg devienne un géant européen avec des espèces de tentacules, quels que soient les business ou quelles que soient les niches ou quelles que soient les communautés qui seraient à viser? En somme, est-ce que dans 10 ans, on peut imaginer Xborg voler de ses propres ailes? Ou est-ce que non, dans la philosophie d'aujourd'hui, carte sur table, est-ce qu'il y aura toujours ce lien et cette promiscuité extrêmement forte entre Swissborg et Xborg? Je vais t'expliquer pourquoi je pense à ça et pourquoi je te pose cette question. C'est que, est-ce que au même titre un petit peu que Binance, si tu veux, au même titre avec les Launchpad, ou un petit peu au même titre que Bybit avec sa DAO de BitDAO, qui est là un petit peu comme un espèce d'incubateur. Hein, ouais, tu vois, comme un espèce d'incubateur de start-up qui permet en fait d'avoir une forme de tremplin avec des parts, avec des reconnaissances et des contrats, confiance et argent. Il n'y a aucun problème avec ça. Mais dans l'idée, elles sont toutes plus ou moins indépendantes les unes des autres. Est-ce que à terme Xborg aura cette forme d'indépendance? Je ne parle pas du tout de décentralisation, de choses comme ça, je parle vraiment d'indépendance structurelle, décisionnelle, volée de ses propres ailes, ou est-ce que non, dans 5 ou 10 ans, il y aura toujours cette forte promiscuité avec Swissborg, qui en fait nous laisserait penser, nous, en tant qu'investisseurs Swissborg, parce qu'on est nombreux d'ailleurs à avoir investi au sein de la communauté des rois dans Swissborg, créer en fait un géant, un monstre finalement, avec de multiples tentacules. Est-ce que tu peux essayer de répondre à cette question? Est-ce que tu peux répondre à cette question? Premièrement, le niveau décisionnel, aujourd'hui, toutes les décisions sont prises au sein de Xborg. Je veux dire, il n'y a aucun impact. Enfin, il y a un respect parce que voilà, ils sont investisseurs, mais voilà, nous, on n'est pas, en aucun cas, on n'a aucune obligation parce qu'aujourd'hui, même juridiquement, Swissborg n'est pas majoritaire, par exemple, dans Xborg. Donc, et ça, c'est dès aujourd'hui. C'est-à-dire que cette levée de fonds, si on voulait, on pourrait se dire, OK, on ne la fait pas sur Swissborg. Maintenant, comme tu l'as mentionné, pour nous, Swissborg, ça a été un tremplin. Comment je vois l'écosystème Swissborg, c'est qu'effectivement, ils ont une volonté de se diversifier. Maintenant, la question, c'est comment tu vas te diversifier, c'est-à-dire, est-ce que tu vas créer une unité au sein de Swissborg qui est dans du gaming, auquel cas, toutes les personnes sont des employés et vont lancer un nouveau business dans le gaming, ou est-ce que tu crées une spin-off où tu injectes du capital, où tu as moins la main sur le projet, mais également, pour eux, c'est que du bénéfice parce qu'aujourd'hui, on ne leur coûte rien. Donc,
pour eux, c'est que du positif. Il y a moins de risques parce qu'il y a moins de dépenses de leur côté. Ça, c'est une stratégie qui est propre à Swissborg. De ce que je comprends, c'est que oui, il va y avoir une diversification sur plusieurs milieux. Nous, on représente la diversification dans le gaming qui a été fait via une spin-off. Aujourd'hui, il y a des projets comme Hedge Farm qui sont sur du DeFi. Hedge Farm, c'est un statut qui est un peu différent d'une autre, c'est-à-dire que ce n'est pas une spin-off, c'est plus des employés de Swissborg qui bossent sur le projet. Donc, juridiquement, c'est un peu séparé, mais il y a cette vision de... Et je pense que je ne peux pas trop aborder les autres verticales qui sont en préparation au sein de Swissborg, mais effectivement, Swissborg aujourd'hui, c'est une application et c'est leur objectif, hein, c'est de démocratiser la gestion de fortune, le wealth management, et ça va être pourquoi le Swissborg est connu, mais il va y avoir d'autres écosystèmes, enfin d'autres verticales dans l'écosystème. Ils l'ont fait pour le gaming, ils l'ont fait pour la DeFi, et ils vont continuer à le faire. Dès lors, on peut partir du constat que Xborg restera lié de près ou de loin à Swissborg tout au long de sa vie, finalement. Non, c'est ça. Après, nous, par exemple, en termes de... Swissborg est limité au marché européen parce qu'ils ont un KYC et qu'ils sont pas, par exemple, régulés aux États-Unis. Nous, pour notre écosystème, on n'a pas besoin de KYC. Donc, en fait, nous, notre approche, alors aujourd'hui, on est très ciblé Europe, mais les gens de notre communauté, par exemple, sont en Australie, sont aux États-Unis, sont en Asie, et donc ça, ce sont des démographies qu'aujourd'hui, Swissborg ne touche pas. Et donc, c'est sûr qu'on sera lié. Ça, c'est indéniable. Par exemple, si on a alors, Swissborg développe un wallet, c'est-à-dire alors ça, je ne sais pas si ça a été leaké, mais je pense que c'est assez clair qu'il y a un wallet qui est en train d'être créé. Et nous, avec plaisir d'utiliser ce wallet-là pour une démographie qui peut utiliser le wallet. Donc, qui est en Europe, qui est éligible pour le KYC au sein de Swissborg. Mais nous, en termes de reach, ça va être plus grand que Swissborg, juste parce qu'aujourd'hui, on travaille plus avec des données qu'avec de l'argent. Et aujourd'hui, il y a moins de régulation sur les données que sur l'argent. Merci pour tout ça, Louis. Tu me donnes la transition parfaite en parlant de données. Parce qu'on va en parler de ça, de cette donnée. Depuis la révolution Internet, on peut l'appeler comme ça, une révolution, une rupture technologique Internet, cette rupture de réseaux planétaires, finalement, puis l'explosion de l'ensemble des réseaux sociaux, ce qu'on parle plutôt du Web 2, on peut parler Facebook, Twitter, Snapchat, plus récemment TikTok, on peut également parler de Discord, qui est beaucoup utilisé par des communautés cryptophiles. En fait, la plus grande valeur générée par ces technologies-là sont concentrées d'une façon réellement disproportionnée dans la data. Si on prend en fait tout Internet, qui est en fait scindé avec les réseaux sociaux, avec les ressources et les services communautaires, etc., ou les sites e-commerce notamment, la réelle valeur qui est concentrée, c'est la data. Attirer, capturer, traduire, analyser, exprimer, fragmenter la data dans tous les sens, principalement pour la vendre, en fait pour mieux nous vendre, car on le dit souvent, lorsque c'est gratuit, eh ben c'est que c'est nous le produit. Dès lors, poser une question extrêmement simple. Xborg, comme tu nous l'as dit, par rapport à cette extraterrialisation, je ne sais plus, extraterrialisation, j'essaierai de reprendre ce mot-là, c'est difficile ces mots, difficile. En tout cas, cette expansion planétaire va sans commune mesure générer, en cas de très fort succès, beaucoup de data, énormément de data. En fait, comment celle-ci, à terme, sera utilisée, surtout pour reprendre la promesse de Xborg, comment va-t-elle comment la communauté ou comment les utilisateurs vont pouvoir en percevoir les fruits, moi en tant que par exemple utilisateur, gamer ou comme un viewer par exemple, comment en fait a été réfléchie cette technologie-là et le traitement de ces datas-là. Parce que je pense qu'on parle réellement de ça quand on parle de Xborg aujourd'hui. Ouais, alors voilà, Xbox, c'est ce réseau d'identité digitale. Mais on est très... ouais, moi, j'ai une philosophie où la valeur qui est produite au sein de Swissborg, de Xbox, c'est pour la redistribuer aux joueurs et ceux qui participent dans l'écosystème. Et ça veut dire que les données, donc l'identité digitale que tu crées au sein de l'écosystème, ça t'appartient. Et ça veut dire que les données sous-jacentes t'appartiennent.
Et tu as mentionné en introduction le type de données qu'on collecte, mais c'est les données de jeu, c'est les données vis-à-vis de tes communautés, et après les données de tournois et d'événements. Mais aujourd'hui, voilà, c'est le fait de dire que tes données t'appartiennent et que ça, c'est une première base dans l'écosystème d'Xborg. Mais deuxième base, c'est comment créer des applications qui réutilisent tes données. Et c'est là où il y a un aspect monétaire, parce que, comme tu l'as mentionné, aujourd'hui, les données, c'est ce qui a le plus de valeur. Par exemple, quand on veut chiffrer la valorisation d'un réseau social, on va se baser sur le nombre d'utilisateurs, parce qu'on sait la donnée que génère cet utilisateur et fondamentalement, ce qui a de la valeur dans un réseau social ou tout type d'implication de réseau, c'est la donnée. Sauf que le problème, c'est qu'en jeu, donc dans le monde du gaming, la donnée, tu ne peux pas la monétiser parce qu'elle ne t'appartient pas et que l'écosystème aujourd'hui n'est pas conçu d'une manière telle que tu puisses utiliser ta donnée. Donc ça, c'est notre challenge, c'est de un peu être cet agrégateur de données de jeux, alors sur des jeux Web 2, mais des jeux également Web 3, et être en fait cet intermédiaire dans le marché du gaming, où on connecte également les communautés, on connecte également les tournois et les événements, et pour te redonner accès à tes données, et ensuite créer des applications qui utilisent ces données. Alors, des exemples d'applications, et là, je ne sais pas si sur ta chaîne, tu as couvert Lens Protocol. Et en a parlé rapidement avec Anthony dans notre dernière interview, mais on pourra le reprendre avec un peu plus d'intensité dans les prochaines semaines. Lens Protocol, c'est un peu ce qu'on fait, mais appliqué pour le social. Nous, c'est pour le gaming. C'est-à-dire que ça te redonne accès à ton contenu que tu peux après monétiser. Et nous, c'est vraiment sur les données de gaming. Et par exemple, un exemple dont un joueur peut leverager son identité digitale, c'est que aujourd'hui, tu as des marques ou des jeux qui vont faire de l'acquisition d'utilisateurs. Et aujourd'hui, pour faire de la croissance sur ton jeu, tu veux utiliser des influenceurs, tu veux utiliser des marques, tu vas utiliser du Facebook Ads, du Instagram, etc., TikTok, YouTube. Mais en fait, les véhicules de publicité, ça reste en fait seulement un intermédiaire entre une personne qui regarde la publicité et la personne qui va chercher la visibilité. Donc nous, ce qu'on est en capacité de faire, c'est de faire de la communication directement des jeux vers les joueurs. Et donc en fait, enlever l'intermédiaire qui est en gros soit Facebook Ads, soit Twitch, etc. Donc c'est-à-dire, quand tu fais partie de l'écosystème et que tu construis l'identité digitale avec Xborg, tu auras des opportunités où des marques te donnent des publicités. Donc, c'est un peu du impression mining, si tu veux. Sauf que la différence, vu qu'il n'y a pas d'intermédiaire, eh bien, au lieu de payer un intermédiaire, tu payes directement la personne qui te donne son attention. Donc ça, c'est une facette dont tu peux gagner dans l'écosystème de l'argent. Après, il y a d'autres facettes de l'écosystème. Par exemple, une application où ce qui se passe en Web3, c'est que tes actifs dans le jeu sont des NFT que tu peux posséder, que tu peux louer, emprunter. Sauf qu'à chaque fois, quand tu veux emprunter ces actifs, eh bien, il faut déposer un collatéral. C'est comme sur des plateformes de money market du genre AAV ou Compound. Et ce qu'on est en capacité de faire, c'est au lieu de mettre un collatéral, tu vas mettre ta réputation en tant que joueur. Et ça peut, alors, il y a des risques, mais soit diminuer l'apport que tu dois mettre pour ton prêt, ou alors même en fait faire du prêt peer-to-peer, sans collatéral possible. Et ça, c'est une possibilité, donc voilà, ça te donne un peu un overview de ce que tu peux faire avec tes données. Maintenant, il y a d'autres types d'applications, par exemple une application de tournoi, une plateforme de tournoi aujourd'hui, quand tu te inscris sur une plateforme, tu crées ton compte de zéro. Là, ce qu'on te donne la possibilité de faire, c'est de créer ton compte, mais pas de zéro, mais tu pars d'un historique. Ça, c'est très puissant parce que ça veut dire qu'une plateforme de tournoi qui intègre notre système d'identité digitale permet de créer des tournois qui sont uniques pour une certaine démographie. Parce qu'en fait, tu as l'historique du joueur. Et
Et ça, c'est super puissant parce qu'en gros, tu es en capacité, si tu veux faire un tournoi sur CSGO, eh bien, de segmenter ta démographie pour seulement des experts de CSGO. Donc, des personnes qui ont une certaine statistique dans le jeu, des certains badges dans le jeu, etc. Donc ça, c'est un peu les... En fait, c'est quasiment infini les possibilités d'applications qui sont créées via notre écosystème. Et d'ailleurs, c'est pas seulement Xborg qui va créer ces applications, mais c'est également des développeurs tiers qui vont créer des applications, créer ces nouveaux use cases en utilisant le système d'identité digitale de Xborg. En dernier point, et ça va être très clair pour une communauté qui est natif Web3, c'est le fait de... Aujourd'hui, tu as beaucoup de whitelist, de giveaway ou d'airdrop. Par exemple, un jeu va faire un free mint pour son jeu. Le gros problème, c'est qu'aujourd'hui, les personnes qui vont minter sont des spéculateurs plus que des joueurs. Et ça, bien sûr, pour un jeu, ça t'apporte peu de valeur parce que l'NFT, c'est des joueurs qui vont l'utiliser, c'est pas des spéculateurs. Et donc là, ça permettrait, par exemple, à ces jeux-là, de cibler des joueurs. Et ça, c'est des joueurs qui font partie du réseau. Et pour le joueur, ça permet d'avoir des opportunités. Donc, par exemple, si tu es très bon, on peut prendre par exemple Bornless, qui est un jeu de type FPS, donc un shooter, pourrait cibler des joueurs qui sont très bons sur Valorant ou Call of Duty, qui sont en fait des joueurs, enfin des jeux du même genre. Donc voilà un peu l'histoire. D'accord, on se remet un petit peu parce qu'on est très dans la prédictive par rapport à toutes les possibilités que pourrait apporter Swissborg dans les prochains mois, peut-être prochaines années, ou plus encore. On va venir sur une vidéo qu'on avait faite avec Cyrus quand on avait parlé de la série A de Swissborg. Et tu vas exactement comprendre en fait là où je veux en venir. Je vais reprendre un petit peu ces mots et ce qu'on avait dit à ce moment-là dans cette vidéo. Grosso modo, Xborg, c'est le grand chantier de l'année 2023. Ça va être incroyable, ça va être lancé en grande pompe, construit par une équipe de passionnés de jeux vidéo. Xborg a été fondé avec pour mission de résoudre les asymétries pouvoir existantes entre les joueurs et les développeurs de jeux. Xborg a une vision d'un avenir où les joueurs et les développeurs expérimentent leurs projets auxquels ils croient sur un pied d'égalité, et tous deux tirent la vraie valeur de leur participation dans leur écosystème e-sport de choix. Ça, c'est la phrase que j'ai retranscrite, que j'avais écrite. En fait, on va aller un petit peu plus loin, parce que par ces mots qui ont été échangés par Cyrus, il y a à peu près 3 mois maintenant, et à ce moment-là, Xborg s'identifiait à un passeport du gaming. C'est comme ça qu'on l'identifiait. J'ai repris vraiment la vidéo, un passeport du gaming. Ouais. Mais en fait, Ouais. on va être tout à fait honnête, un passeport, ça sert à rien, hormis de nous identifier, nous en tant que personne, homme, femme, nationalité. Ça va me donner droit à accéder à des services, comme par exemple, est-ce que j'ai le droit à telle ou telle prestation sociale? Est-ce que j'ai le droit d'aller dans tel ou tel pays? En fait, c'est un passeport ne permet absolument pas de capturer ou d'émettre de la valeur. En tout cas, d'une façon extrêmement simple. Dès lors, de façon extrêmement limpide. Soyons vraiment dans le rationnel à 100%. Comment je peux gagner de l'argent en rejoignant Xborg, muni finalement de mon passeport gaming? Comment je fais pour gagner aujourd'hui de l'argent dans Xborg? Ouais, alors tu l'as bien mentionné, et je pense qu'en termes de positionnement, pour nous, voilà, ça reste un passeport. Maintenant, il faut savoir que aujourd'hui, on cible vraiment des joueurs, on ne cible pas des joueurs Web3, parce que le marché est très petit en fait. Donc, en termes de positionnement, vu ce qu'on crée, en fait, c'est assez unique, que quand tu parles de ça à un joueur, le joueur ne comprend pas, parce qu'il y a très peu de personnes qui ont une connaissance même comprennent c'est quoi la valeur de la donnée. Et donc, voilà, on a ce passeport parce que ça simplifie un peu le concept, mais pour répondre clairement à ta question, comment tu gagnes? Par exemple, si tu avais un passeport sur un des premiers jeux qu'on a intégré, qui est un jeu Web3, qui est sur eve.io, les personnes qui ont participé, donc qui ont créé son passeport pour eve.io, ont reçu des NFT du jeu. Et ça, c'était unique à Xbox. Maintenant, ça, c'est une première, je dirais, tentative de concept. Ensuite, dans l'écosystème, on a également un Launchpad. Donc, par exemple, tu peux connecter ton identité digitale en tant que joueur à des jeux qui recherchent des investissements.
Donc là, c'est pas un gain direct, mais c'est potentiellement un gain plus tard. C'est-à-dire que c'était des opportunités d'investissement qui étaient très tôt, donc c'est du seed, du pré-seed, donc à des stades très très tôt, comme investir en fait des business angels ou des VC. Donc là, potentiellement, il y a un gain également là-dessus. Voilà, en gros, là, au stade où on est avec ces 10 000 utilisateurs, c'est ce qu'on permet. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on a fait beaucoup de partenariats avec des jeux qui sont prêts à donner des récompenses pour des personnes qui participent à l'écosystème. Et c'est exactement le dernier point sur lequel j'étais resté sur la question d'avant. C'est le fait de faire des giveaways ou te donner des whitelists sur des projets. Parce qu'en fait, c'est une très bonne stratégie d'acquisition pour ces utilisateurs-là. Donc ça, c'est le troisième point. Et c'est ce qui est disponible maintenant. Ce que j'ai dit, ce que j'ai mentionné à l'avenir, c'est en fait, ce canal de distribution direct entre les jeux et les joueurs. C'est-à-dire que si un jeu a une stratégie d'acquisition sur un type de jeu, eh bien, c'est cette notification qui part aux joueurs. C'est un peu à la manière de D-Bank. Aujourd'hui, D-Bank, c'est une application où tu peux regarder le portfolio de certaines adresses. Eh bien, si tu veux envoyer un message à une autre adresse sur D-Bank, bah, tu dois payer. Et en fait, c'est la personne qui reçoit le message qui détermine c'est quoi le frais d'échange. Donc ça, c'est je dirais un nouveau paradigme, c'est que un jeu va pouvoir contacter les joueurs et c'est le joueur qui va déterminer combien ça va te coûter pour avoir mon attention. Donc ça, c'est une quatrième ou cinquième méthode dont tu peux gagner dans l'écosystème. Après, on a de manière plus spécifique parce qu'en fait, le réseau d'identité digitale qu'on crée a seulement de la valeur quand tu as beaucoup de personnes qui rejoignent le réseau. Alors du coup, dans la conception des tokenomics de Xborg, parce que oui, on a un token qui en fait est un token d'utilité et de gouvernance dans l'écosystème, eh bien, les personnes qui utilisent la plateforme vont percevoir des tokens XBG en fonction de leur passeport d'identité numérique qu'on crée. Ce qui est également intéressant, c'est que notre vision, et ça encore une fois, c'est pas aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui on n'est pas encore décentralisé, mais notre vision, c'est d'être complètement décentralisé. Et tu as parlé d'asymétrie de pouvoir, c'est vraiment quelque chose qu'on veut challenger. Et de se dire que si tu apportes de la valeur à l'écosystème, en jouant à des jeux où il y a par exemple des jeux qui vont nous sponsoriser pour être sur la plateforme, donc être sur le protocole, et bien que les frais que paye ce jeu, eh bien ça aille aux joueurs qui jouent ce jeu. Et donc ça, c'est une autre manière dont tu peux gagner dans l'écosystème. Et ça, je parle de manière assez pérenne parce qu'on parle en fait, c'est des revenus qui sont perçus, qui juste vont aux utilisateurs. On ne parle pas de Ponzinomics avec un token qui a une énorme inflation, parce qu'on pense que c'est pas du tout périn pour notre écosystème. Merci pour ces éclaircissements, c'est très clair. D'ailleurs, ça me permet en fait de rebondir et de revenir par rapport à cette typologie de data par rapport enfin, pour aller un petit peu plus loin que la simple identité numérique ou ce fameux passeport numérique. En somme, si on revient en fait sur la data, c'est quelles sont les applications, quels sont les jeux que va pouvoir en fait jouer la communauté des utilisateurs de Xborg et qui seront connectés à cette identité digitale. En fait, on peut parler un petit peu de launchpad de jeux vidéo, de pool de jeux vidéo, en fait, lesquels, combien peut-on imaginer, peut-être des super licences comme Call of Duty, comme Fortnite, comme Apex Legends, comme FIFA par exemple, ou Pro Evolution Soccer. Est-ce qu'on peut imaginer du Minecraft? Est-ce qu'on peut imaginer du League of Legends, etc. J'ai vu pas mal de petits tournois tourner sur la plateforme Xborg, en tout cas sur le site d'Xborg, ou en tout cas dans le fil de Twitter. On parle aussi de Cross the Edges, mais là, dès qu'on parle de Cross the Edges, on tombe dans les jeux vidéo du Web.3. Est-ce que finalement, on s'exclut d'office de tout ce vivier en fait d'utilisateurs et de gamers surdynamités et surdimensionnés pour en fait se restreindre à l'univers uniquement du Web.3? Et si c'est pas le cas, en fait, qui sont aujourd'hui les éditeurs qui sont d'accord pour, entre guillemets, ouvrir la boîte de Pandore de la data
et comment tu vois en fait les choses dans les prochains mois par rapport à tout ça. Ouais. Alors, nous, ce qu'on pense, c'est que voilà, le Web 3, ça va être. On va plus appeler un jeu Web 3, un jeu Web 2, ça va juste être. Voilà. Est-ce que tu vas pouvoir posséder ces actifs, et je pense que ça va se passer dans les prochaines 4 à 5 années. Maintenant, il y a certaines applications de l'écosystème qui aujourd'hui, par exemple, on crée cette application d'engagement. Parce qu'encore une fois, l'écosystème d'Xborg, c'est cette identité digitale et ensuite ces applications qui sont créées en fonction de ton identité digitale. Il y a certaines applications, notamment l'application d'engagement pour les équipes d'e-sport, qui ont des licences avec Steam, Riot Games, Faceit, qui permet en fait d'utiliser la donnée du jeu, mais c'est aujourd'hui pas des données qui sont envoyées dans le réseau d'identité digitale. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ces éditeurs veulent avoir la main mise sur les données des joueurs. C'est-à-dire que ce que nous disent les éditeurs actuellement, c'est qu'actuellement, dans le paradigme actuel, les données appartiennent pas aux joueurs, ils veulent pas que ces données appartiennent aux joueurs. Du coup, ce qu'on intègre, on intègre ces éditeurs, mais sur certaines applications, enfin sur certaines parties de l'application, mais les données vont pas t'appartenir directement. Mais en fait, l'infrastructure est prête le jour où l'éditeur se dit OK, on voit comment ça fonctionne auprès d'autres éditeurs, on fait confiance, etc. Maintenant, la plupart des données en fait que tu vas collecter vont venir des jeux Web 3 parce que c'est de facto des personnes qui sont plus ouvertes à partager leurs données. Maintenant, il y a des éditeurs qui en parlent. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'accords de confidentialité, donc je ne peux pas partager les noms, mais disons dans le top 5, ils sont prêts à faire partie du réseau. Et ça, c'est quelque chose de très fort pour l'industrie. Maintenant, si on parle de voilà, Riot Games, Steam, et c'est le pourquoi on est là. Hein. C'est parce que ces éditeurs-là vont jamais te donner ta donnée. Et donc, nous, on est là pour un peu pour prendre une route qui est différente avec des jeux où c'est des plus petits développeurs qui créent le jeu, mais qui ont toujours une traction pour montrer un peu l'utilité de ce qu'on est capable de faire avec les données des joueurs. Et pour montrer que les joueurs ont envie d'avoir leurs données, parce qu'il y a des bénéfices qu'on donne via l'écosystème. Oui, mais aujourd'hui, si on prend l'exemple, sans parler alors de jeux Web.3, mais de jeux vidéo nouvelle génération, si on peut l'appeler comme ça, vous êtes un apporteur de business, finalement. Parce que à travers votre communauté, vous apportez du business et de la visibilité à à ces Ouais, jeux vidéo nouvelle génération. Or, absolument. actuellement, à la différence du Call of Duty, Apex Legends, FIFA, Pro Evolution Soccer et Tutti Quanti, en fait, c'est eux qui vous apporteraient une manne de visibilité sans précédent à travers toute la planète. Donc je comprends bien que ces gens-là, en fait, ne veulent pas, et ces distributeurs, ces studios, PlayStation, Xbox, Microsoft, etc., ne veulent pas donner, en fait, cette manne financière qui s'appelle la data, parce qu'ils l'utilisent pour avoir, en fait, ce qu'on appelle des avantages concurrentiels vis-à-vis de leurs concurrents. Donc c'est complètement normal, ça fait partie, en fait, de la raison même, finalement, de leur existence par rapport à cette data-là. Il y a deux possibilités. Soit, en fait, on réfléchit un petit peu à l'époque comme à Spotify. Spotify a été créé par rapport à une logique vis-à-vis du peer-to-peer à l'époque, hein, si on reprend Emule ou si on reprend BitTorrent, etc., par rapport à des musiques qui étaient piratées en permanence, diffusées sur un réseau pirate, je ne sais plus le nom exact, mais grosso modo, tout le monde se rappelle à peu près de ces années-là, et Spotify est venu en fait, pour disrupter la piraterie, pour rendre un bénéfice aux éditeurs, et enfin en tout cas aux studios ou aux labels, voilà, c'est ça que je voulais dire, aux labels, mais ça a été extrêmement difficile pour eux. Pourquoi? Parce que à la fois, on voyait que les Universal Music, Sony, etc., commençaient à perdre beaucoup de pouvoir, beaucoup d'argent, parce qu'en fait, leur musique était piratée par rapport aux droits d'auteur, par rapport aux droits, etc. Et en fait, Spotify avait essayé de rentrer dans cette faille par la porte ou par la fenêtre, mais on réussit parce que c'était les plus crédibles. Aujourd'hui, on ne voit pas ça. On voit que les jeux vidéo se vendent de plus en plus, les licences se font de plus en plus d'argent, et la data, en fait, n'a aucune raison aujourd'hui de sortir de ces jeux vidéo-là. Dès lors, est-ce que Xborg met complètement une croix sur l'ancienne génération de jeux vidéo, qui aujourd'hui représente 99,9% du marché, ou est-ce que Xbox se concentre uniquement sur les jeux de nouvelle génération, qui, dans un espèce de point d'égalité, ou une espèce de logique
arithmétiques devraient mutuellement s'apporter de la valeur, si vous voulez, en termes de visibilité, en termes d'argent, en termes de complémentarité. En fait, c'est quoi aujourd'hui ce qui est sur la table, ou en tout cas comment navigue Xborg par rapport à ce constat, parce que c'est juste un constat et des faits. Bon, on intègre sur... en fait, ça va prendre du temps de créer ce passeport numérique qui t'appartient. Parce qu'il y a, même côté innovation en Web3, on n'en est pas là, par exemple. Lens Protocol, pourquoi on n'en est pas là? C'est parce que si c'est un passeport unique, tu dois être en capacité de prouver qu'il t'appartient et que ça ne peut pas appartenir à quelqu'un d'autre. Or, par exemple, ce qui peut se passer avec Lens Protocol, c'est que ton identité, c'est ton wallet. Et donc, tu peux donner ton wallet à quelqu'un d'autre. Parce que tu peux donner ta seed phrase ou ta private key. Maintenant, voilà. Nous, en gros, on crée des applications aujourd'hui qui collaborent avec Steam, Faceit, etc., qui intègrent pas tout de suite le réseau d'identité digitale, où là, tu as accès complètement à tes données. Par contre, on a une autre fenêtre de l'application qui, là, l'intègre. Et là, c'est quand on parle des jeux Web3. Donc, en fait, on a un peu ce réseau hybride où nous, on ne peut pas prendre le risque parce qu'on n'a pas le droit de remonétiser des données de certains jeux, ou alors il faut des licences. Et là, on travaille énormément dessus, mais ça prend du temps. Donc, c'est cette approche hybride où se dire, OK, on crée l'application, on crée l'engagement, on crée le volume, notamment avec ces équipes d'e-sport. Et quand l'état d'esprit change, on sera en capacité d'intégrer le système d'identité digitale pleinement. Donc, c'est un peu cette approche hybride où la technologie est créée pour le Web3, la technologie est créée, mais on enlève l'aspect ownership pour le Web2 sur certaines parties de l'application. Et ça, c'est énorme pour nous parce que ça nous permet d'avoir du volume sur les applications. Et comme tu l'as dit, le volume apporte énormément de valeur au jeu Web3. Donc en fait, c'est un peu en gros, on bootstrap notre base d'utilisateurs initiale avec des jeux Web2 qui sont super connus, où là, il n'y a pas l'identité digitale. Et en fait, le funnel, c'est qu'on les absorbe là, et après, on les envoie sur d'autres jeux qui, eux, sont compatibles avec l'identité digitale. D'accord, donc il y a déjà une réflexion, une logique du bon sens par rapport à cette barrière à l'entrée qui permet aujourd'hui de diriger une certaine population d'utilisateurs vers des jeux nouvelle génération, donc Web3, qui, très probablement à terme, ça c'est l'usage qui nous le dira, surperformeront les jeux, entre guillemets, plus anciens. Peut-être que demain, des géants comme peut-être PlayStation ou des géants comme Microsoft via Xbox, à l'image un petit peu de Stadia, finalement, n'arrivera pas à performer, à surperformer, et devront se mettre, entre guillemets, à cette ouverture sur ces nouvelles ruptures technologiques. C'est en cours, c'est déjà en cours, et on le voit très bien dans la DeFi, mais très probablement que ça arrivera, peut-être un petit peu prématurément d'en parler aujourd'hui, mais ça arrivera peut-être demain. Ce qui permet en fait de me lancer tout de suite, parce que c'était aussi la raison pour laquelle on faisait cette vidéo aussi rapidement, puisque le 15 mai prochain, il y a un événement chez Xborg qui va se passer. Vous aviez déjà levé de l'argent il y a quelques mois de cela. Au début, je crois que vous aviez levé à peu près $1 million. Ça vous permet de décoller un petit peu et de commencer à construire des premières briques technologiques par rapport à ce projet, en tout cas de le mettre en forme. Et vous avez décidé en fait d'émettre un jeton numérique sous forme d'un ICO. C'est intéressant. D'ailleurs, ce jeton numérique qui s'appellera le XBG, c'est bien ça ? Le XBG, qui sera sur la blockchain Ethereum. Il y aura aussi une partie du supply qui sera sur Polygon Matic, donc sur le layer 2. Je rappelle d'ailleurs très rapidement la différence entre un ICO et du private equity, comme on a pu faire avec la Sierra de Swissborg. Si vous voulez, dans la structure même de ce mécanisme de levée de fonds, le private equity ou une levée de fonds, ce qu'on appelle des séries A, c'est qu'on intègre directement la structure sociale du projet. L'entreprise même, la société en elle-même. On décroche un bout du capital social de l'entreprise. Si on parle d'ICO, et c'est là où on peut refaire peut-être une espèce de résonance par rapport à Gary Gensler au niveau de la SEC aux États-Unis, c'est que l'ICO, c'est lui un actif émis par la structure elle-même. Donc c'est un actif financier qui est émis généralement à partir de rien,
pour pouvoir la proposer à sa communauté et par ce biais-là, lever de l'argent. Voilà, c'est juste pour vous faire bien la distinction. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce qu'il y a des pour, est-ce qu'il y a des contre. En tout cas, c'est un nouveau mécanisme de levée de fonds qui a aujourd'hui fait ses preuves depuis maintenant plus de 5 ans et je trouve ça plutôt intéressant. Donc il y a des forces et des faiblesses dans tous les mécanismes de levée de fonds. Dès lors, ce token XBG, pardon. Gouvernance, staking, gaz, fait, reward, airdrop probablement, etc. Votre premier round est prévu le 15 mai, c'est donc extrêmement bientôt. Comment avez-vous calculé la valorisation? Et ça, c'est peut-être une question qui pourrait revenir, et si tu pouvais y répondre avec peut-être une précision particulière, puisque ça nous permettrait peut-être, nous, à l'ensemble de la communauté des rois, et nous, avec un N majuscule, de mieux, en fait, analyser ce mécanisme, en fait, et cette décision de valorisation, aujourd'hui, qui représente 50 millions de dollars, si on prend l'intégralité de la market cap par rapport au prix de listing, ou en tout cas au prix d'ICO, vis-à-vis de la private side ou de la public sale. Donc cela veut dire 50 millions de dollars, c'est quand même pas rien. Comment vous l'avez défini? À minima, aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on parie ou on investit sur une promesse, bien qu'elle est structurellement avancée. Est-ce que spéculer sur un retour sur investissement est extrêmement difficile à rationaliser? On va en parler peut-être un tout petit peu après, mais est-ce que tu peux juste nous expliquer comment vous avez construit ce mécanisme et de cette valorisation autour de ce tokenomics? Ouais, effectivement. Euh, c'est vraiment important d'aborder ce sujet-là parce que il y a, ce qu'on fait, c'est assez unique, mais il y a quand même des comparables. Et en gros, alors il y a différents modèles de valorisation quand on parle d'equity, quand on parle de token. C'est plus du comparable. Donc on va regarder des projets qui ont levé des fonds avec des mêmes investisseurs. Quelle est la valorisation qui a été amenée sur le marché? Je peux citer un lancement qui a été très récent, par exemple Myria. Euh, donc pas à confondre avec Myria pour l'anciennement Just Mining, mais Ouais. Ah, tout à fait. Myria, par exemple, c'est un écosystème gaming. Aujourd'hui, c'est valorisé à 168 millions, mais ils ont lancé l'écosystème à une valeur de 500 millions, par exemple. On a, par exemple, Polymos, qui est un jeton qui n'est pas encore listé, mais le dernier tour d'investissement, c'était à 125 millions. On a, par exemple, Lens Protocol. Leur tour actuellement, c'est dans les... alors, les chiffres sont confidentiels, mais je peux dire que c'est très élevé. On a d'autres écosystèmes de gaming, par exemple Ultra. Et Ultra, c'est combien de valorisation? C'est 220 000 de valorisation. Donc là, c'est des comparables. Maintenant, il y a l'avancée du projet également. Aujourd'hui, l'application d'identité digitale sur les jeux qu'on a lancés, donc on l'a mis en pause parce qu'on travaille sur la V1 qui d'ailleurs sort cette semaine. Donc c'est maintenant. Mais voilà, il y a eu 10 000 utilisateurs en l'espace de 2 mois. Si on regarde des autres écosystèmes gaming, il y a aussi très peu d'utilisateurs. Donc, de manière générale, les écosystèmes gaming aujourd'hui en Web3 sont... T'investis pas pour le produit aujourd'hui, mais t'investis sur la promesse à l'avenir, à savoir s'il y a une adoption, comment tu pourrais valoriser le jeton. Ensuite, il y a l'aspect... donc là, c'était comparable. Donc, j'ai mentionné quelques projets. D'ailleurs, on est très ouvert de manière générale, que ce soit sur nos finances, mais que ce soit sur toutes nos analyses. Donc ça veut dire qu'on a un rapport de due diligence qui est disponible sur notre site internet, où en fait vous allez avoir les comparables avec les valorisations et pourquoi ces projets ont été inclus dans ces comparables. Deuxième point, c'est que c'est-à-dire que ce tour-là, il y a des investisseurs privés, il y a des investisseurs publics, donc la communauté, qui peut participer à cet ICO, mais c'est parce que le 50 millions de valorisation, c'est la valorisation à laquelle les investisseurs étaient prêts à investir. Donc, quand tu lèves des fonds en marché privé, sur un token, il y a toujours cette période d'ajustement où parfois il y a des investisseurs qui vont trouver ta valo trop élevée, souvent pas trop basse, mais tu peux comprendre l'intérêt qu'il y a de la part des investisseurs quand une valorisation est trop basse ou trop élevée. Et donc, pour nous, donc il y a à peu près 3,5 millions qui va être levé sur le marché privé. On a compris que
qu'il y avait beaucoup plus d'intérêt que de demande à cette valorisation-là, et c'est comme ça qu'on a déterminé, entre guillemets, que ça, c'était la bonne valorisation. Donc, ça a été appuyé par des comparables et l'appétit des investisseurs pour la valorisation actuelle, en considérant l'avancée du projet et les prospects de croissance du projet. Ok, ça reste très clair. Il n'y a pas de grande différence par rapport à ce qu'on peut retrouver dans le private equity traditionnel. Si on compare ça à une startup, les codes sont assez similaires. Et il y avait eu un événement qui était en amont, si vous voulez qu'on y revienne d'ailleurs au niveau de la communauté des rois pour réexpliquer un petit peu ce principe-là avec grand plaisir, hein, de le faire directement sur le Discord. On créera d'ailleurs un lien sur le Discord directement Xborg si vous avez la moindre question et on prendra le temps de répondre à toutes les questions dans les commentaires. Je ne le dis pas souvent mais je préfère le rappeler maintenant si vous êtes encore là après quasiment 1 heure de vidéo avec Louis et merci encore une fois pour ton temps. Vous aviez en fait créé en septembre dernier, ou en tout cas émis en septembre dernier pour quelques dixièmes d'Ethereum, des NFT, comme Prometheus. Aujourd'hui, entièrement minté, il y en a 1111 NFT qui ont été mintés, qui sont d'ailleurs aussi disponibles directement sur OpenSea, si vous êtes intéressé. D'ailleurs, on va y aller, je crois que j'avais pris voilà, j'étais mis une page comme ça en rappel. Je le rappelle très rapidement, ça permet en fait aux utilisateurs de voyager librement dans l'univers Xborg. Les détenteurs de Prometheus peuvent créer des équipes d'e-sport décentralisées, accéder à des parties privées de GameFi et profiter d'une utilisation illimitée du protocole Xborg, etc. Donc plein d'avantages par rapport à ces NFT. Une question très simple, est-ce que oui ou non c'est intéressant aujourd'hui de faire une proposition? Je rappelle comme ça, petit tips pour tous ceux qui sont intéressés sur OpenSea, n'achetez jamais directement les NFT directement sur OpenSea. Vous faites des propositions. Donc généralement, actuellement, je crois qu'il y a des propositions à 0,45. Je ne sais plus où est-ce qu'on avait vu ça dernièrement. Mais les dernières propositions, elles entre 0,40 et 0,45, alors que vous allez trouver des trucs à 1000 NFT, enfin 1000 Ethereum, 10 Ethereum, 5,5 Ethereum. N'achetez jamais directement un Ethereum. Faites une proposition et peut-être que quelqu'un qui l'a mis à 1,15 serait peut-être prêt à le vendre 0,40 et il faut faire des propositions sur OpenSea. C'est comme ça qu'il faut le réfléchir en termes de mécanique. Dès lors, je vais revenir par rapport à ma question. Est-ce que c'est une bonne opportunité de faire une proposition pour acquérir, dans le but d'acquérir un Prometheus, quel qu'il soit? Et est-ce qu'il y en a peut-être d'autres qui vont voir le jour? Pourquoi? Dans quelle quantité? Et si oui, pour quelles raisons? Alors, alors là, c'est pas du conseil en investissement. Et de manière générale, moi, je suis pas une personne qui va pousser à acheter un de nos actifs. Je veux dire, c'est pas. Alors, tu vois, il y a certains fondateurs qui vont vraiment pousser. Moi, c'est pas. Je préfère, tu vois, laisser les actions parler et après, les personnes vont baser leur thèse d'investissement là-dessus. Mais aujourd'hui, par exemple, pour la vente de tokens XBG, il y a soit certaines démographies de Swissborg, soit les Prometheus. C'est-à-dire qu'une personne qui est intéressée pour acheter le token XBG, mais qui a un statut très faible sur Swissborg, va simplement pas pouvoir participer à la vente. Parce que c'est une vente qui est très limitée. Je ne sais pas si on a mentionné, mais on a 6,4 millions d'intérêts pour la vente. Donc pour le token, on a 1,5 million qui est disponible en gros. Et il y a la seule manière dont tu peux avoir une allocation garantie, c'est avec un autre NFT. Donc ça montre que, en tout cas pour cette vente-là, et pour toutes les ventes et pour tout ce qu'on fait plus tard, le Prometheus va toujours être les favoris dans l'écosystème. C'est la promesse dès le début, on va garder cette promesse jusqu'au tout de long. Maintenant, voilà, moi, encore une fois, j'aime parler des actions et ce qu'on a fait. Par exemple, donc initialement, cet NFT a été minté pour 400 $. Maintenant, les récentes transactions, rien qu'aujourd'hui, c'était 1600, 1700 $. Donc il y a une certaine plus-value, donc ça, faut en être conscient que faut pas non plus acheter le top et être l'exit liquidity. Ce qui a été mentionné ici, c'est intéressant, c'est qu'effectivement, c'est mieux de bider que d'acheter directement. Parce que moi, je connais bien et je pense que à 0,5, 0,6, 0,7, ça peut partir. Maintenant, est-ce que c'est intéressant d'acheter? Je pense pour la vente de token, donc pour la vente du token XBG, vu que c'est la seule manière de garantir une allocation, c'est intéressant. Parce que, encore une fois, c'est la seule manière d'avoir une allocation garantie. Sur Swissborg, c'est pas garanti et c'est limité. Et aujourd'hui, on a à peu près 5 fois plus de demandes que d'offres pour le token. Maintenant, ce qu'on a fait historiquement, c'est par exemple, on a eu un airdrop
de lens, de lens handle. Donc en gros, c'est un NFT qui te permet d'accéder à l'écosystème de Lens Protocol. Aujourd'hui, c'est une valorisation, je crois, de $250. Donc ça, toutes les personnes qui détiennent un NFT Prometheus ont eu cet airdrop-là. Donc en fait, si on regarde juste le prix du mint, c'était $400. Bah, ça te fait tu as plus de 60% de ta valeur que tu as récupéré via ce airdrop. On a également fait pas mal on a apporté pas mal de valeur via des informations privées, c'est-à-dire que là récemment, j'ai partagé un meeting interne sur quelle est notre roadmap, sur quelle est la stratégie. Et ça, c'est unique aux détenteurs du NFT, c'est-à-dire une fois que tu as les NFT, tu peux te rendre sur notre Discord et avoir accès à ces informations-là, qui sont assez uniques parce que c'est des informations qui sont privées. Et donc, c'est des meetings qui se passent entre contributeurs, donc moi et les personnes de l'équipe, et c'est un peu ce derrière de scène que tu peux observer avec cet NFT. Et ça, je trouve, c'est assez cool si tu es intéressé par le projet. Et ça, c'est quelque chose qu'on va faire seulement pour les détenteurs du NFT, même après le lancement du jeton. Troisième un peu utilité, c'est la gouvernance. Aujourd'hui, on est centralisé, c'est-à-dire que les décisions majeures sont prises par les contributeurs et les gens de la team, mais aujourd'hui, on va tendre plus en plus à un modèle décentralisé, c'est-à-dire que les décisions clés vont être prises par les personnes qui ont cet NFT, et c'est une très petite communauté parce qu'il y a 1111 NFT, il y a, je crois, 660 à peu près détenteurs, donc en moyenne, quasiment 2 NFT par personne. Donc il y a cet aspect gouvernance, donc si tu es intéressé par le projet, tu es intéressé par la philosophie du projet, etc., ça peut être intéressant d'avoir ton droit de vote, en gros, sur le projet. Et après, voilà, il y a également un airdrop, et ça, on a été assez direct là-dessus, c'est que si tu détiens ton NFT, tu vas pouvoir obtenir un airdrop de token au lancement de ce token-là. Au niveau du XBG. Ouais, absolument. Et aujourd'hui, si je m'empare d'un Prometheus, je peux percevoir ce airdrop. Mais on ne connaît pas le montant. C'est trop facile. On ne connaît pas le montant. Non, on ne peut pas trop. Ok, Enfin, on aurait que, ok, au stade, ouais. Non, vas-y. pas de problème avec ça. On a bien compris un petit peu l'envergure de tout ça. Je pense que c'était important de parler de ces questions argent. Et puis je conclurai par rapport à cette vidéo en ce sens. Mais juste avant, permettons-nous de rêver un petit peu. On parle ici gaming, on parle ici jeux vidéo. Mais en fait, je pense qu'on pourrait aller beaucoup plus loin que juste ce marché extrêmement large, mais qui reste niche dans tout ce champ des possibles vis-à-vis de ces technologies blockchain, rupture technologique et tout ce qu'on peut imaginer autour de ces nouvelles formes de consommation. Je l'imagine un petit peu comme le projet Xborg, un peu comme le projet X de Swissborg, mais pas Swissborg. En fait, le projet X d'Elon Musk. Parce qu'en fait, Elon Musk avait beaucoup fait réagir lorsqu'il avait acheté le nom de domaine x.com. Et on peut faire éventuellement ces raccourcis, peut-être un petit peu tirés par les cheveux, mais parfois psychologiquement, on aime le faire avec la communauté des rois. Mais faisons-nous rêver, et faisons rêver un petit peu la communauté, et bien évidemment, moi le premier. Je serais très surpris si Xborg s'arrête à la gamification du Web3. Et est-ce que peut-être on peut se laisser penser que Xborg va pleinement intégrer demain, dans sa globalité, ce Web3 ? Je pense par exemple aux influenceurs. Je pense notamment aux humoristes. Je vais penser aux acteurs. Je vais penser aux chanteurs. Je vais penser aux youtubeurs. Je vais penser aux tiktokers et bien plus encore. En somme, est-ce que l'infrastructure de Xborg est-elle pensée dès aujourd'hui pour permettre ces futures intégrations ? En somme, sortir du gaming et d'aller beaucoup plus loin. Ouais, très bonne question. Un exemple, c'est on a eu un club de foot, par exemple, qui est intéressé pour ce système d'identité digitale. Donc, aujourd'hui, voilà, Xborg, parce qu'il faut... Initialement, c'est vraiment l'e-sport, et ensuite le gaming, et ensuite le divertissement. Mais bon, aujourd'hui, tu vois, rien qu'en termes de positionnement, tu peux pas dire, OK, on va tout faire. Donc, c'est vraiment cibler une certaine démographie, mais effectivement, ça va arriver
assez tôt, c'est-à-dire qu'on a eu ces conversations avancées avec ce club de foot. Nous, on pense qu'il y a ce sont aussi des véhicules de croissance, mais maintenant, il ne faut pas brûler les étapes en tant que projet. Il faut faire les choses. Euh, il faut avoir cette traction dans le monde du gaming. Initialement, l'e-sport en premier lieu, ensuite le gaming, ensuite le gaming de manière plus large, et ensuite le divertissement. Mais oui, comme tu l'as mentionné, dès qu'il y a du divertissement, humoriste, influenceur, sport, ce sont des domaines qui sont super intéressants pour nous. Et donc, aujourd'hui, encore une fois, on est très focalisé sur le gaming, mais on est ouvert et on explore d'autres opportunités. Mais on veut pas. Aujourd'hui, c'est beaucoup trop tôt pour nous. Ok, mais c'est juste pour donner un petit peu de vision. Pourquoi? Parce que dans cette vidéo, on parle à plusieurs milliers de potentiels investisseurs qui font ou non partie de la communauté des rois, et ce qui me permet en fait de faire une transition assez simple pour cette 10e question. Que dirais-tu aux investisseurs de la série A de Swissborg? On est plusieurs centaines de la communauté des rois à avoir investi dans Swissborg, moi également, qui en fait, dans la promesse initiale de cette série A, nous permettait d'investir pas seulement dans juste un projet en particulier, mais dans un écosystème tout entier, et dans l'écosystème des technologies du Web.3 tout entier. En fait, dans la logique de l'ICO d'Xborg, c'est finalement qu'un projet, parmi tant d'autres, j'ai presque envie de dire, qui verront peut-être le jour à travers un spectre de Swissborg, peut-être où surperformera Swissborg par rapport à son utilisation, par rapport à la captation de cette communauté et l'accroissement de cette communauté. Mais finalement, si aujourd'hui on a investi dans Swissborg pour essayer de spéculer, pour pouvoir interagir avec l'ensemble finalement de l'écosystème, pourquoi on investirait aujourd'hui dans le projet Xborg? Premièrement, c'est la possibilité. C'est-à-dire que, comme j'ai mentionné précédemment, la manière dont tu peux faire acquisition du token à ce prix-là, seulement soit si tu as un Prometheus, soit si tu fais partie de certaines démographies sur l'application de Swissborg. Et en termes de privilèges, si on regarde comment on a structuré cette levée de fonds, Serie A, ce sont les deuxièmes, après les Prometheus. Et les Prometheus, c'est vraiment la niche. Il y en a 1111, si tu veux. Alors que Serie A, il y a près, je crois, 13 000 investisseurs. En tout cas, plus de 13 000, je crois. Et donc, c'est premièrement cette possibilité, chose qui ne va pas être possible pour tout le monde. Il y a également une limite, c'est-à-dire que l'investissement maximum, c'est 2000 USDC, et ça ne peut pas être plus. Donc, c'est limité dans ce sens-là. Après, voilà, je pense que si vous êtes un type de profil qui a investi dans la série A, donc dans des actions, ça veut dire que vous croyez vraiment à Swissborg, en fait, beaucoup plus que le jeton, parce que le jeton, c'est liquide, tu peux sortir rapidement. Une action, c'est différent. Donc, ça veut dire que vous croyez aux fondamentaux de Swissborg. Nous, on partage un peu le même ADN. Mais alors, bien sûr, on est beaucoup plus tôt. Et quand tu es plus tôt, tu as un ratio de risque-récompense qui est différent et normalement qui est plus élevé. Donc, tu prends plus de risques parce que tu t'attends également à plus de récompenses. Donc, c'est un profil d'investisseur qui est quand même un peu différent parce que voilà, une action, c'est typiquement un peu moins risqué qu'un token. Et après, voilà, de manière générale, là, c'était la partie un peu ADN, de se dire que on colle un peu à l'ADN même beaucoup à l'ADN de Swissborg. C'est un peu, si tu veux, repasser par Swissborg à son ICO en 2017. Mais là, le faire pour une nouvelle entité. Mais après, je pense que c'est très intéressant. C'est très important qu'une personne regarde le projet, comprenne un peu le potentiel du projet et pas juste se dire, OK, ça vient de Swissborg, je vais acheter. Parce que nous, ce qu'on recherche à travers faire ce tour d'investissement pour la communauté, c'est vraiment chercher des personnes qui sont intrinsèquement intéressées par le projet et pas, tu vois, sont pas juste là, OK, je vais faire confiance à Swissborg. Mais on cherche des personnes qui poussent un peu la réflexion plus loin. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on fait cette vidéo. C'est aussi une volonté d'instruire et de se dire, OK, je comprends le projet, c'est intéressant, je vois le potentiel, je vois le catalyste pour le Web3 et pour l'adoption du Web3 et de la crypto vis-à-vis du gaming. Et là, je trouve ça intéressant. Ça me donne en fait cette dernière question. Merci pour ces précisions, Louis, parce que ça me permet en fait tout simplement de conclure cette vidéo là-dessus. En fin de compte,
En fait, on a parlé joueurs, on a parlé des talents, on a parlé des utilisateurs également, et puis à cette communauté qui a vocation à interagir avec ce protocole et avec ce projet que tu portes aujourd'hui, Xborg. Mais finalement, qu'en est-il des spectateurs? Qu'en est-il des fans, hein, les fans de la team DBS, par exemple, qui a vu passer Xborg sur un coin de pub ou sur un fil d'actu ou sur un tweet? En fait, on pourrait presque les comparer, ces gens-là, à des holders de tokens. Les holders Mhm. X ou Y, hein. Ça peut être des holders de Dogecoin, ça peut être des holders de Ultra, on parlait de Ultra tout à l'heure, dont UOS, on peut parler des holders de Ethereum, des holders de Atom Cosmos, etc. En fait, tous ces projets apportent plein de promesses, mais ils, en fait, nous ne les intéressons pas en tant que holder, en tant que spectateur ou en tant que fan. Pourquoi? Parce qu'on n'interagit pas avec la communauté, on n'interagit pas avec le protocole, on n'interagit pas avec le processus, on n'interagit pas avec la gouvernance, on n'interagit pas, etc., etc., etc. Est-ce qu'aujourd'hui, si on peut reprendre en fait cette famille de holders, investisseurs, que je pourrais presque en fait me représenter à l'intérieur, parce que j'ai tellement de tokens que malheureusement je ne peux pas interagir avec tous les tokens, et chacun a sa propre complexité, chacun a ses propres mécanismes, chacun a ses propres utilisations, ses propres usages, ses propres, etc., etc. En fait, est-ce qu'aujourd'hui, ces gens-là sont intégrés dans le processus et dans l'écosystème de Xborg, ou est-ce que c'est peut-être un tout petit peu trop tôt pour eux, etc., etc. Voilà, c'est clairement une question que je me pose en tant que holder pas forcément perdant, mais vraiment spectateur de tout cet écosystème. Oui, j'y crois. Oui, je crois en Xborg, mais honnêtement, je suis pas prêt à interagir avec la communauté. Je suis pas prêt à aller sur le Discord. Je suis pas prêt à aller, mais honnêtement, le projet, il est bien. Est-ce que tu me parles aujourd'hui en fonction de cette ICO que tu prépares dans quelques jours? Ouais, alors, nous, on s'adresse majoritairement aux joueurs. Nous, on est conscient que les joueurs, soit tu es pro et là, alors d'ailleurs, on a sur notre premier tour d'investissement des investisseurs, ils sont des joueurs, mais également des gros, ouais, des personnes qui ont un énorme passé de joueurs, qui ont investi. On s'adresse majoritairement aux joueurs hein, dans l'écosystème. Mais maintenant, il est clair que les personnes qui ont des fonds pour investir, c'est des personnes qui sont des investisseurs, qui ont du capital à disposition, qui ont une certaine aisance, qui ont une tolérance au risque, ce qui n'est pas forcément le cas des joueurs. Hein. Donc, moi, je pense l'angle intéressant, c'est la gouvernance. C'est-à-dire, ok, même si. Alors, j'imagine qu'il y a pas mal de personnes qui sont assez âgées, en tout cas qui n'ont plus l'âge de jouer comme ils jouaient avant, mais qui ont toujours cette capacité à faire de la gouvernance. Et ça, c'est une facette qui est un peu différente de Swissborg, dans le sens où aujourd'hui, on a parlé d'action. Euh, Là, on fait une vente de tokens, mais ce qui est intéressant, c'est que voilà, Xborg a seulement vendu des tokens et non pas de l'action. Et nous, on a vocation à tous les revenus en fait de l'écosystème vont aller à la trésorerie du DAO, ce qui s'oppose directement à la trésorerie de l'entreprise. Donc en fait, de manière générale, les investisseurs vont pouvoir apporter de la gouvernance au projet. Donc, voter sur des aspects clés de l'écosystème, que ce soit des aspects financiers, que ce soit des aspects produits, à savoir est-ce qu'on doit intégrer un nouveau jeu ou pas. Donc, voilà comment, en gros, les investisseurs sont capturés, je dirais, dans l'écosystème. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on s'adresse majoritairement aux joueurs, mais ironiquement, je pense que la plupart des gens qui vont investir, c'est pas forcément les joueurs les plus actifs dans Discord, mais c'est les personnes qui voient comme quand tu investis dans la bourse. Par exemple, moi, j'ai investi dans Amazon, mais je suis pas un pro d'e-commerce. Mais par contre, je crois au potentiel du projet et je suis intéressé par l'upside, donc la possibilité de gain du projet. Donc, c'est dans cette capacité que moi, j'ai pas envie de promettre que, ok, on inclut tout le monde parce que ça arrive dans le Discord et que tu n'es pas du tout dans le jeu. Vu que tout est dans le jeu, bah, tu vas te dire, ok, je me sens pas trop à ma place. Mais par contre, derrière l'écosystème, c'est un écosystème où il y a de la valeur qui est créée, il y a un écosystème financier derrière, et donc tu veux capturer une partie de la croissance. C'est pour ça que, comme je pense, sur Ultra, par exemple, ou sur
Polymos ou d'autres valeurs, les personnes, ou Veracity, personnes ne sont pas forcément dans le gaming, sont intéressées par le gaming et comprennent l'utilité du gaming que ça a sur le monde de la crypto, mais ne sont pas forcément gamers, quoi. Ok. Merci infiniment pour tout ça. On rappelle quelques échéances. Donc, c'est dans quelques jours que tu lances cet ICO. Ce sera disponible directement sur Xbox si vous êtes déjà connecté, via le NFT Prometheus. Si vous en détenez un directement, vous avez toutes les informations que vous avez dû recevoir par mail. Ce sera aussi disponible, je pense, sur Swissborg directement. Donc, sur l'application Swissborg. Donc, on pourra éventuellement y aller jeter un petit œil. Tu m'as dit que c'était donc limité à 2000 USDC maximum. Donc là, c'est pour, je vais dire, l'investisseur ou l'utilisateur ou le joueur, hein, finalement, qui souhaite s'y intéresser. Est-ce qu'il y aura un minimum ou pas par rapport à cet ICO ? C'est 100 $ de minimum, ouais. Ok, 100 $, sans aucun problème. On peut s'envisager une sortie ou en tout cas une mise sur un échangeur éventuellement dans les 6, 8, 9, 12 prochains mois. Il y a une échéance qui est déjà publique par rapport à ça. Est-ce qu'on peut déjà en parler ? Non, effectivement, oui, on a déjà engagé les conversations avec ces échanges, avec des promesses déjà. Malheureusement, je pense que vous savez comment les échanges fonctionnent. Il y a toujours des accords de confidentialité, donc on ne peut pas promettre Enfin, en tout cas, on ne peut pas mentionner de nom, si ce n'est que, par exemple, sur un échange du top 6, on a déjà une personne qui liste le token. Ouais. Formidable. Donc on peut l'imaginer dans combien de temps ? 9 mois, 12 mois, fin 2023, début 2024 ? Fin d'année, oui. Ok, formidable. Au moins, on a toutes ces informations-là. Je le dis, je le redis, et on finira cette vidéo là-dessus. Je te remercie encore une nouvelle fois, Louis, pour ton temps et pour ce partage, et toujours dans la même logique hein, de suivre ces projets naissants à travers Swissborg, mais d'autres projets, bien sûr, que j'aime faire intervenir sur la chaîne des rois du Bitcoin, qui sont généralement français ou européens, mais qui aient une vision relativement globale par rapport à notre planète, par rapport à un risque et par rapport à une potentialité de changer des choses et tordre le cou à des idées reçues, ou en tout cas des choses qui sont déjà fixes dans le marbre. Et on parlait donc aujourd'hui de data et la data des joueurs qui pourrait potentiellement être étendue à d'autres corps de métier ou à d'autres comment on pourrait dire ça, d'autres métiers, oui, ou d'autres vocations. On peut éventuellement appeler ça comme ça. Si je devais personnellement investir dans Xborg, est-ce que je le ferais ? Oui, non. La question reste ouverte, bien évidemment. Mais je le considérerais bien évidemment comme un investissement 1. Ceux qui suivent la communauté roi comprendront. On ne met jamais all-in, quel que soit le projet, et on coupe notre position. Et pourquoi pas attendre sur un investissement 2, investissement 3, lorsque ce token sera listé. Vous avez toute ma vision. Vous savez, hein, personnellement, et je suis très transparent avec vous, je fais très rarement des ICO, même s'il y a plein de promesses et plein de choses qui peuvent être très intéressantes. Si vous êtes gamer, je vous invite très franchement à y regarder d'un peu plus près. Je sais qu'il y a des top 100 comme je parle à Twani666 par exemple, qui est dans le top 100 au niveau de Cross the Edges. On n'a pas parlé de Cross the Edges, mais vous avez fait des choses notamment et récemment avec Cross the Edges. Prenez le temps d'y réfléchir, avec grand plaisir de le partager avec vous sur le Discord des rois du marché. Louis, je te remercie infiniment encore une fois pour ton temps. J'espère qu'on aura l'occasion, pourquoi pas avant le listing ou juste après le listing pour voir un petit peu comment tout ça s'est évolué. Pourquoi pas se retrouver d'ici 6 à 9 mois sur la chaîne des rois du Bitcoin si tu es encore une fois disponible. Et je te laisse le mot de la fin. Non, avec plaisir. Écoute, j'ai vraiment apprécié cette conversation je félicite le travail qui a été fait sur la compréhension du projet. Il est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui vont pas en profondeur quand tu fais une interview. Et là, ça fait plaisir de voir que tu es sensible au projet, aux fondamentaux du projet, et tu as une compréhension du potentiel du projet. Ça fait vraiment plaisir. Et après, non, juste merci pour les personnes qui ont regardé cette vidéo. On est très ouvert dans l'écosystème, donc si vous avez des questions, voilà, on a notre Twitter, on a notre Discord. Je pense que les liens pourront être dispo sur cette vidéo, le site internet également. Et voilà, on est là pour toutes questions. S'il vous plaît, pas de FOMO, mais essayez de vous éduquer sur le projet. Et voilà, c'était un plaisir. Merci à tous et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve demain dans une prochaine vidéo du Roi du Bitcoin. Ciao.